Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler du contexte dans lequel on se retrouve à l'heure actuelle dans le domaine des crypto-monnaies. Et c'est vrai que ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est en bear market, qu'on a eu une forte correction sur le Bitcoin, sur l'Ether et sur l'écrasante majorité des altcoins. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'échanger ensemble avec Théo sur finalement les, les circonstances qui pourraient expliquer en partie cette chute, mais en plus de ça, de se poser la question de savoir comment aujourd'hui pourrait réagir le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies dans le cas d'une récession économique, parce qu'aujourd'hui on se situe dans une récession économique, et peut-être que dans ces circonstances-là, peut-être que le bear market pourrait durer plus longtemps que prévu. C'est vrai que quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, on sait que ça fonctionne sous forme de cycles et ces cycles sont rythmés par les épisodes de halving tous les 4 ans pour le Bitcoin. Vous savez que le halving, c'est la diminution par 2 des récompenses qui sont données directement aux mineurs pour sécuriser le réseau. Les mineurs sont rémunérés de 2 manières différentes. À la fois, donc les nouveaux Bitcoins qui leur sont donnés, à chaque fois qu'un bloc est validé toutes les 10 minutes, mais en plus de ça, c'est tous les frais de transaction qui ont été directement, payés par les utilisateurs et qui ont été, ajoutés dans ce bloc-là. Tous les 4 ans, du coup, on a cet épisode de halving, donc on a une division par 2 des récompenses pour les différents mineurs, et ce qui fait que, bah, à chaque fois, on a une division, une diminution de l'offre, soit une demande qui est identique, voire en général qui augmente, donc une croissance exponentielle du cours du Bitcoin sur les 13 dernières années, à l'heure où on tourne cette vidéo. En général, on se rend compte qu'on est historiquement sur des cycles qui durent à peu près 4 ans, donc 3 années de bull run, et puis, une période de bear market. Donc souvent, c'est même pas 3 années vraiment de bull run, on a plutôt une année d'accumulation où on va, petit à petit, reprendre une tendance haussière, 2 années vraiment de croissance exponentielle et une année de bear market. Là où on peut être amené à se poser des questions, c'est justement dans le modèle économique dans lequel on se trouve aujourd'hui, parce que le contexte macro aujourd'hui a quand même pas mal changé et est très différent des cycles précédents. Le Bitcoin a été créé en 2008 pour répondre à la crise des subprimes et pour répondre à une politique monétaire inflationniste, avec une impression monétaire importante, etc. Et en cas aussi de récession économique, dans le cas où tous les actifs seraient surévalués et dans le cas où on se situerait dans un modèle où on serait dans une bulle spéculative, à la fois sur le marché action, le marché obligataire, etc., etc. Ce qu'on ressent de plus en plus aujourd'hui, mais c'est vrai que pour l'instant, le Bitcoin et l'écosystème crypto de manière générale n'a encore jamais connu un contexte macroéconomique tel que celui dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Le Bitcoin n'a connu, comme le marché action après la crise des subprimes, qu'une politique expansionniste avec une impression monétaire importante et avec des taux d'intérêt très bas de la part de la Fed. Aujourd'hui, on a un changement assez important. On a une remontée des taux d'intérêt. La Fed souhaite aujourd'hui limiter l'inflation et donc augmenter les taux d'intérêt. À court terme, je ne vois pas encore pourquoi ils baisseraient les taux d'intérêt, donc on n'a pas de signe de retournement à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est un contexte macro dans lequel aujourd'hui le Bitcoin n'a encore jamais vécu ou survécu. Je pense qu'il va perdurer, je pense qu'il va être encore présent dans les prochaines années, tout comme l'écosystème crypto de manière générale n'est pas voué à disparaître, il sera encore là à évoluer et à maturer dans les prochaines années. Par contre, je pense que la question, elle est légitime de savoir aujourd'hui euh, comment pourrait se comporter l'écosystème crypto dans ces circonstances-là, sachant qu'on est aujourd'hui une très petite minorité d'investisseurs à comprendre véritablement les valeurs qui sont portées et qui sont poussées par le Bitcoin, par l'écosystème crypto de manière générale. La décentralisation, la résistance à la censure, etc., etc. On comprend que fondamentalement, les valeurs qui sont apportées par Bitcoin n'ont rien à voir avec ce qu'on peut retrouver sur le marché traditionnel, mais pour l'écrasante majorité des investisseurs institutionnels ou autres, ou même pour les personnes, pour les retail qu'on retrouve à la fois sur le marché boursier et sur l'écosystème crypto, ils voient encore le domaine des crypto-monnaies, même plus spécifiquement le Bitcoin, comme étant un actif risqué. C'est ce qu'on appelle les risques on asset. Les actifs non risqués, surtout dans des périodes compliquées ou de récession ou des périodes un peu incertaines, souvent ce qui est réputé comme étant des actifs stables ou sécuritaires, c'est plutôt les obligations d'État américains, donc les bons de trésor américains, les obligations par exemple de l'État français, etc. etc. On peut se poser la question si on n'est pas dans une bulle spéculative au niveau des actifs obligataires. Ça va être un autre sujet qu'on pourrait traiter éventuellement sur d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas,
faut comprendre que dans l'inconscient commun, même dans le conscient commun de l'écrasante majorité des personnes, des investisseurs particuliers et institutionnels ou institutionnels, ne voient pas aujourd'hui le bitcoin comme étant, un actif, peu risqué ou comme étant un moyen pour pouvoir, se protéger, d'une politique, inflationniste, ou d'une récession éventuelle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses toi un peu Théo? Oui, oui, ouais, tout à fait. Après, là, je pense qu'on est surtout aussi dans une période où ça fait le ménage, hein, très clairement, tous ceux, qui sont, beh, un peu comme nous, qui voient le potentiel long terme, tous les aspects que tu viens d'évoquer, beh, soit ils ont pris des profits, s'ils ont encore un bag, beh, on hold. Ça hold jusqu'à ce que ça se retourne. Mais après tous les retail, qui étaient là juste pour les gains sans forcément, avoir en tête les fondamentaux ou en les tenant pas du tout en compte, ils sont déjà partis. C'est-à-dire qu'ils ont pris, s'ils ont pu prendre leur gain, tant mieux pour eux, mais la plupart, je pense qu'ils ont pris des pertes et ils sont partis quand même. Donc ils ont vendu leur bague, donc ils sont même peut-être plus, concernés par le sujet, hein, parce que si, ouais, même si ça chute, s'ils ont déjà pris leur perte, bon, on les retrouvera peut-être, sur le prochain cycle haussier à à refOMO près du top, mais bon, je pense que ces personnes-là sont parties. Et après, d'un autre côté, on a aussi les institutionnels, donc et les plateformes centralisées, mais aussi les fonds d'investissement, où là, la période de chute, très clairement, il y a une période de ménage où on voit, comme dirait Warren Buffett, qui qui nage nu quand la marée part. Après, je sais plus exactement la citation, mais bon, Ouais, c'est c'est ça. c'est quelque chose dans ce genre-là. Donc on voit ceux qui étaient, au final avec des réserves, et une gestion, pas suffisamment, précautionneuse, avec pas suffisamment de garde-fous. Voilà, dès que le marché rentre dans une période de bear market, sévère et prolongée, et comme tu l'as dit, moi je pense qu'on va continuer à suivre cette tendance, au moins, je pense, première partie 2023. Après, j'en sais rien, mais je pense, il y a aucun indicateur pour le moment qui montre que ça va se retourner, très prochainement. Donc bon, il y a pas de raison de penser, que ça peut être autrement. Donc là, en plus de la chute des prix, il y a cet aspect ménage qui est fait, et qui, bon, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. On ne sait pas, on peut avoir encore d'autres surprises, hein, parce que là, dernièrement, au moment où on tourne la vidéo, on est en plein dans FTX, voilà, avec des révélations, tous les jours. Mais on peut très bien avoir d'autres plateformes et d'autres grosses plateformes, voire même des stablecoins centralisés, pourquoi pas, avec des faillites. Bon, ça peut peut-être arriver. Euh, mais une fois que ce ménage sera terminé, au final, et une fois qu'il y aura ce retournement, on repartira sur des basses scènes. Il y a ça aussi, cet aspect qu'il faut comprendre Mmh. dans la chute. C'est cet aspect, voilà, tous les projets, grab cash, rapides, ah beh, là, ça existe plus. Là, je veux dire, toutes les périodes de scam, tous les influenceurs ou toutes les tous les projets qu'on venait vous chiller, vous proposer, viens investir, lancement de NFT, lancement de bridge, lancement de nouveaux decks, enfin, tous les nouveaux projets, même les ICO sérieuses ou même les scams, bah, il y a plus rien, grosso modo. Mmh. Tu regardes le lancement de projet, dans ces périodes-là, il y a aucune proposition, parce que voilà, c'est pas, historiquement, bah, pour les arnaques, les gens investissent plus, même sur des projets sérieux. Donc voilà, tout le monde reste très calme. Il y a pas de lancement de projet, et au final, ça aide aussi à assainir, à rediriger. Bon, il y a eu beaucoup de pertes, beaucoup de personnes qui ont perdu, beaucoup d'argent sur les projets scam en investissant mal. Donc il y a de l'argent qui était perdu, mais ça va aussi permettre de recentrer, les investissements sérieux et l'argent, voilà, avec des investissements plus raisonnés et plus axés le long terme sur des projets sérieux, que ça soit, bon, des projets décentralisés, mais aussi des entreprises sérieuses qui ont su, tirer leur épingle du jeu, ou supporter le bear market, tout le long, montrer qu'elles étaient, capables, de générer des gains, quand ça allait bien, mais aussi, d'encaisser des pertes et de continuer à dégager du profit, ou au moins survivre, assez longtemps pour, retrouver une période où elles dégagent du cash flow, et les projets pareil. Donc ça va aussi permettre, comme j'ai déjà dit, de faire le ménage et de repartir sur un cycle, haussier, sur des bases saines qui, bien sûr, pour la psychologie, humaine, pour tout ce qu'on commente régulièrement, vont, être amenés encore à décorréler des fondamentaux, à repartir sur de l'extravagance. On va retrouver des arnaqueurs, on va retrouver des projets sans fondamentaux, on va retrouver, voilà, plein toutes ces choses-là. Mais au moins, le début du cycle ne pourra pas arriver tant qu'on n'aura pas, fini, cette phase-là, et où il y aura certains acteurs, et notamment je pense aux institutionnels, qui revoient l'intérêt, qui se disent: «Bah, là, on arrive sur des niveaux de prix qui sont intéressants», parce que foncièrement les fondamentaux du bitcoin entre, l'année dernière et maintenant,
il y a pas grand-chose qui a changé, hein, au niveau fondamentaux, par contre le prix, Mmh. l'évolution du prix, très clairement, il y a eu un gros changement, mais c'est plus, la sensation et les émotions au niveau des investisseurs que les fondamentaux. Donc à certains moments, mmh, certaines personnes vont pouvoir dire: «Mais au final, vu le prix, vu les fondamentaux, vu l'état du marché, pour moi c'est c'est intéressant, ça fait il y a du sens à re-rentrer sur du bitcoin» et donc là, on repartira sur un cycle à la hausse de manière saine. Ouais, et puis surtout, moi ce que je dis tout le temps, c'est que les cryptos, c'est un marché qui est réflexif dans le sens où, quand on va être en tendance haussière, on va avoir tendance à avoir ce biais de confirmation de se dire: «Ça monte, donc ça va continuer de monter», et on voit cet actif comme étant quelque chose de moins risqué quand ça monte, alors qu'en réalité, c'est l'inverse, parce qu'on paye un actif plus cher, quand ça monte que finalement quand ça baisse. Et à l'inverse, c'est aussi vrai en bear market, quand ça baisse, on considère que ça va toujours descendre plus bas et on le voit comme étant quelque chose de plus risqué, alors qu'en réalité, on est capable de mettre moins d'argent et obtenir des résultats plus intéressants sur la reprise éventuellement d'un cycle haussier par la suite. Je suis intimement convaincu que c'est absolument pas la fin de la crypto-monnaie. Ça fera un test, pas le test ultime pour le coup, parce que je sais que les crypto-monnaies seront là pour rester. Et quand je parle de crypto-monnaie, je parle pas de crypto-monnaie de banque centrale, hein. Je parle des vraies crypto-monnaies qui ont toutes les propriétés d'une vraie crypto-monnaie, la décentralisation, la résistance à la censure, etc., etc. Donc je sais que ces crypto-monnaies-là seront là pour rester. Après, ce que je pense aussi, c'est que, en tout cas, le scénario que je privilégie aujourd'hui, c'est celui qu'on n'a pas forcément atteint aujourd'hui le bottom. Je pense qu'il y a plein de signes qui montrent qu'on pourrait encore aller plus bas. Je peux me tromper, bien évidemment, mais quand on regarde le discount avec le GBTC et le BTC classique, le GBTC de chez Grayscale, on est sur du 45-46% de discount. Donc aujourd'hui, en étant institutionnel, pourquoi j'irais acheter du Bitcoin sur le marché alors que je pourrais l'avoir à 45-46% moins cher sur Grayscale en achetant directement du GBTC? Ça, c'est une première chose. Ensuite, bah, il va y avoir le délocage des Ethers qui ont été présents, qui ont été bloqués en staking sur la Beacon Chain, qui va bientôt être remis en circulation sur le marché. Il va y avoir aussi tout un tas de coins qui avaient été saisis par les autorités gouvernementales sur certains hacks, le hack de Bitfinex, la saisie des coins enfin des bitcoins de Ross Ulbricht pour Silk Road il y a quelques années en arrière. Il y a également aussi la saisie de Plus Token, donc qui était un Ponzi en Chine, qui a été saisi par le gouvernement chinois. Il y a également aussi les hacks de MTGOX. Il y a eu plus de 100 000 bitcoins qui avaient été hackés à l'époque et qui vont être de nouveau redistribués à une partie des utilisateurs. Je ne pense pas qu'il va y avoir l'intégralité de ces coins-là qui vont être vendus comme ça sur le marché. Néanmoins, c'est des coins qui n'étaient pas présents à l'époque, qui vont de nouveau être en circulation et qui vont être disponibles pour certains utilisateurs ou pour certaines entités. Peut-être qu'il y en aura une partie qui sera vendue et je ne serai pas surpris par rapport à ça. Donc tout ça, il y a plein d'autres de facteurs que je n'ai pas expliqués ici, mais tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de mauvaises nouvelles qui se font ressentir. Le contexte macro qui fait qu'en plus, on est dans un modèle qu'on n'a pas encore connu jusqu'à présent. Donc tout ça me fait dire que le plus bas n'est pas encore atteint, qu'on pourrait encore avoir une vague baissière assez significative et que peut-être que ce bear market pourrait durer plus longtemps que prévu. Tant que la Fed ne décidera pas de redescendre les taux et tant qu'on verra encore les crypto-monnaies comme étant un actif très spéculatif et très risqué, je ne vois pas de flot tout de suite de capitaux qui arrivent. En plus de ça, on peut évoquer le halving qui serait sur l'année 2024. Donc souvent, on sait qu'il y a toute une période où tant que le halving n'est pas là, bah, la reprise de la tendance haussière sur le long terme, elle se fait quand même assez sentir. Donc le halving qui arriverait en 2024, il y a historiquement parlant les performances du Bitcoin, en tout cas les retracements qu'on a pu voir historiquement parlant lors des différents cycles, c'est à peu près 85% sur le Bitcoin. En novembre 2022, là où on tourne cette vidéo avec Théo, on n'est absolument pas sur du 85% de retracement. Et encore une fois, c'est de l'historique. Est-ce que ça veut dire que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ou est-ce que ça va être encore accentué de par le fait qu'on soit dans un contexte macro qui est quand même très différent des cycles précédents? Sur l'Ether, pour l'instant, on n'a connu qu'un seul cycle. Et le seul cycle qu'il a connu, c'était un retracement de 95%. Aujourd'hui, si vous regardez en novembre 2022, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'est absolument pas sur ce genre de retracement-là. Et sur les altcoins, c'est-à-dire que si on atteint sur des niveaux de retracement
de 85% pour le Bitcoin, 95% pour l'Ether, il y a des altcoins qui peuvent perdre 99% de leur valeur. C'était le cas lors du cycle précédent, par exemple pour Cardano, qui était passé de 1 euro, un peu plus d'un euro au bull run de 2017, qui est descendu à peu près 1 centime, 1-2 centimes sur la période de bear market. Et c'est d'ailleurs là, moi, en 2018-2019, que j'en avais fortement accumulé, pour après pouvoir en revendre à 2 euros, 2,50 € lors du cycle de 2020-2021. Donc, vous voyez, en fait, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a peur, quand on a des mauvaises news, c'est un biais de confirmation qui nous dit que tout va mal, que ça va jamais remonter, et on considère que ce qu'on vit aujourd'hui, ça va devenir la nouvelle normalité. C'est pas vrai. Le changement de marché, en tout cas le sentiment de marché change très 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 rapidement. Il n'y a qu'à voir le sentiment de marché qu'on avait sur le début, sur les deux premiers trimestres de 2021, n'avait rien à voir avec les 2 derniers trimestres, par exemple, de 2022. Et vous verrez que les 2 premiers trimestres, peut-être, de 2024-2025, n'auront rien à voir avec ceux qu'on aura aujourd'hui. Les crypto-monnaies sont là pour rester, les crypto-monnaies seront là pour perdurer, des vraies crypto-monnaies, encore une fois. Il y a des cycles, c'est normal. Il y a des risques à comprendre et à prendre en compte. Comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un modèle qui est assez différent de ceux qu'on a connus précédemment. On peut regarder historiquement ce qui s'est passé pour nous donner des idées de l'orientation qu'on pourrait potentiellement prendre ou la direction qu'on pourrait potentiellement suivre. Mais il n'y a aucune garantie par rapport à ça. La seule garantie qu'on a, c'est finalement les actions qu'on est capable de prendre aujourd'hui et maintenant. Donc même si moi, en tout cas, à titre personnel, je considère qu'on n'a pas encore atteint le plus bas, je continue d'accumuler, je continue de faire du DCA. Et si jamais on atteint les niveaux que j'ai en tête et que j'ai déjà partagé à plusieurs reprises sur la chaîne YouTube, là, j'accentuerai, je serai beaucoup plus agressif sur mon DCA. Mais c'est pas pour autant, même si je planifie une baisse ou une dernière vague baissière, éventuellement une ou plusieurs vagues baissières pour atteindre les niveaux que j'avais en tête. Donc le 85% de retracement historique sur Bitcoin et à peu près 95-92% sur de l'Ether. Je vais quand même garder une partie de mes crypto-monnaies sous forme de crypto-monnaie et non pas uniquement en stablecoin, parce que c'est un scénario que je privilégie, mais ça ne veut pas dire que je vais avoir raison. Derrière, même si je dis que ça va avoir peut-être, même si dans ma tête, je pense qu'il y a une probabilité plus importante à ce qu'il y ait de nouveau une vague baissière, j'accepte le fait aussi qu'il peut y avoir des fondamentaux qui peuvent changer très rapidement, un sentiment de marché qui peut changer très rapidement, que je peux me tromper, et j'ai pas envie d'être dans de la réaction par rapport au marché, je veux plutôt être par rapport à de l'anticipation. Si jamais ça monte, j'ai déjà des positions. Si ça baisse, j'ai toujours du cash de disponible pour pouvoir continuer à investir, quoi. C'est Je sais clair. pas ce que Ouais, toi je t'en suis d'accord. penses. T'es pareil, toi? Ouais, c'est ça. Ouais, on est pareil, j'ai pas grand-chose à ajouter parce que je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, donc ouais. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Dans la description de la vidéo, je vous mets 3 liens importants. Le premier, c'est vers la chaîne de Théo, donc Aventure Crypto. N'hésitez pas à vous abonner et jeter un coup d'œil sur ce qu'il peut proposer. Je vous mets le lien aussi de ma seconde chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, dans laquelle je parle de sujets que j'évoque pas forcément sur cette chaîne YouTube Tokens Invaders. Sur Tokens Invaders, on parle plus donc de crypto-monnaie et vraiment l'écosystème crypto de manière générale. Sur Éternel Étudiant, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle également aussi de finances personnelles, etc. Et je parle de tout ce que j'ai pu mettre en place pour atteindre la liberté financière en moins de 5 ans en partant de zéro, notamment. Aujourd'hui, moi et Mickaël, on est tous les deux libres financièrement. D'ailleurs, je pense qu'on fera pas mal de vidéos pour vous expliquer notre parcours et pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait à côté. Mickaël, dernièrement, est parti s'expatrier en Estonie. Là, il va partir faire le tour du monde en début d'année 2023. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de changements qui vont arriver dans les prochains mois, prochaines semaines. Et je pense que ça peut être des choses intéressantes qu'on pourra vous proposer sur la chaîne Token Invaders. Mais voilà, c'est des sujets aussi que j'évoque très profondément sur Éternel Étudiant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Dernier lien, c'est le lien vers un programme de formation offert que vous pouvez rejoindre. Pareil, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, tous ceux qui veulent se former, qui veulent aller plus loin dans la compréhension de l'écosystème crypto, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous rentrez votre adresse mail, un mot de passe, et vous pourrez vous connecter directement sur l'espace membre de la formation. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.